la crise, entre guillemets, dans le secteur de l'électricité. Cette sortie de crise, est-ce que nous pouvons nous dire que c'est pour demain? Je pense que il faut réfléchir profondément pour sortir de crise. Pas pour demain, mais surtout pour le moyen et le long terme. Les besoins en électricité vont s'accroître. La population camerounaise va doubler. Les activités économiques vont augmenter. Il faudra plus d'électricité au juste coût. Parce que l'électricité demeure un facteur intermédiaire de production. Vous avez vu un entrepreneur qui se plaignait tout à l'heure. Et c'est pour ça que, effectivement, dans tous les modèles qu'on peut envisager, il faut prendre en compte, effectivement, une petite dimension sociale. Il faut prendre en compte le caractère vital sur le plan économique de l'électricité. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut beaucoup plus de transparence. On est d'accord dessus. Transparence parce que quand on parle de dette aujourd'hui, il faut bien l'auditer. Moi, en tant que maire, j'ai refusé de signer plusieurs factures d'éclairage public parce que j'estimais que c'était opaque et qu'il fallait qu'on me justifie que ma ville a consommé autant d'électricité alors que nous restions parfois, ça a diminué sensiblement aujourd'hui, mais 2020-2021, on restait un mois avec peut-être 2-3 jours d'éclairage. Et lorsqu'on me ramenait les mêmes factures que l'année précédente, je disais non. Est-ce que l'année précédente, on avait l'électricité 2-3 fois par semaine et on avait la même facture? Qu'est-ce qui justifie cette facturation? Et lorsque vous discutez avec un maire de ville, Yaoundé-Douala, il va vous donner la même réponse, la facturation opaque. Et donc, on peut soupçonner qu'il y ait des effets d'aubaine. La facture de l'État, aujourd'hui, en tout cas celle qu'on impute à l'État, il faut bien l'auditer. Il faut bien l'auditer parce que l'agent privé peut se dire, bon, le meilleur client à qui je peux surfacturer, c'est l'État, il paiera tôt ou tard. Et c'est l'impression qu'on a eue lorsque les maires de ville ont dit, bon, moi, j'engage une facture, une diversification des sources d'énergie, je vais éclairer la ville avec du solaire. On a bien vu les résistances et les problèmes. Ouais. Et on a soupçonné qu'il y avait un souci derrière cette facturation. La facture d'électricité aujourd'hui au Cameroun, parce que c'est un marché mondial, il faut bien voir et comparer. Moi, je n'ai pas d'études dessus. Que coûte l'électricité en Côte d'Ivoire, en Égypte, en France, en Chine? Qu'est-ce qui fait que notre coût soit à ce niveau? Nous savons que nous importons la technologie et le savoir-faire. Est-ce que c'est ça qui fait le surcoût? Et comment faire pour diversifier effectivement les engagements pris par l'État, notamment avec l'endettement? Et c'est pour ça que je dis à M. Loudé, nous ne vivons pas en autarcie, puisqu'il fallait bien s'endetter pour investir. Il fallait bien des partenaires à la fois techniques et financiers pour investir. Donc, quand vous êtes coincé, et que ce que vous avez même dit, vous n'arrivez pas à retrouver l'équilibre financier, et que vous devez accroître la production, il faut trouver des solutions. Donc, à l'époque, c'était le moindre mal. Et le problème se posera toujours, puisque actuellement, nous n'avons pas encore retrouvé l'équilibre en termes de demande et de production. Il y a des investissements forts que l'État fait, mais il faut encore que ça soit bien géré. Mais je pense que la transparence doit être de règles, pour que le consommateur et surtout les entreprises payent le juste prix. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec une facture relativement élevée parce que il y a des dettes qu'il faut auditer, qu'il faut rembourser. Il y a des montages qui ont été faits. Est-ce que ces montages, le coût de revient, quand on a fait le business plan, était le bon coût de revient et que nous n'allons pas payer une surfacturation en amont? Ce n'est pas en pomme de nez parce qu'on a investi, on s'est endetté pour Nakchigal. Il faut voir est-ce que nous allons rembourser avec quoi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Je pense que oui, parce que le coût de l'électricité solaire, par exemple, a tellement chuté. Et moi, j'ai vu les mini-centrales qu'on a essayé de mettre dans certaines localités. J'ai vu, je ne sais pas quel était, si c'était le coût d'équilibre, le coût de revient, mais j'ai vu des mamans qui payaient le pétrole pour s'éclairer au village, payer moitié moins
avec le solaire et être mieux éclairé. Très bien. Est-ce que le montage actuel ne nous bloque pas justement vers la baisse avec des sources alternatives et une concurrence au niveau de l'offre? Il y a des maires, par exemple, qui ont eu des autorisations de construire des mini-centrales. Ce qui me revient, c'est que le coût de revient de ces mini-centrales, alors qu'au niveau national, les néo a des économies d'échelle, le coût de revient, semble-t-il, est relativement faible. Relativement faible. Donc il faut s'interroger et auditer pour qu'il n'y ait pas une surfacturation dans le secteur. C'est compris, Jean-Baptiste Atemengue. Madame le directeur, nous vous repassons la parole. Hein. Nous disions tout à l'heure qu'il y avait une véritable crise dans le secteur de l'électricité au moment où la société Eneo redevenait entièrement camerounaise. Certaines informations qui circulent, que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou bien au niveau des médias classiques, font état de ce que du côté du barrage de Naktigal, c'est un autre scandale qui vient d'éclater. On parle de beaucoup de milliards qui se sont envolés, mettant véritablement en exergue le problème de barrage hydroélectrique au Cameroun. Cette affaire, elle nous a véritablement servi jusqu'en 2025. Que se passe-t-il du côté du barrage de Naktigal? Merci pour cette question, mais permettez-moi, avant de parler de Naktigal, de revenir quand même sur certains éléments que j'ai suivis. La question, pourquoi Eneo collecte? C'est important de comprendre. C'est pas parce qu'on aime trop Eneo, hein. C'est pas une question d'amour. En réalité, on émet une facture unique. Donc c'est Eneo qui met les factures. Quand vous soyez producteur, transporteur, autre, in fine, c'est Eneo qui a des relations contractuelles avec les consommateurs. Que vous soyez un individu ou bien que vous soyez une industrie et autres. Donc c'est cette facture unique qui a toutes les autres charges du secteur. C'est pour ça qu'on dit que c'est le collecteur unique en réalité. Mais ailleurs, c'est fait aussi autrement, il faut le dire. Donc, c'est pas, on pourrait dire que ce soit son atelier, mais pour le cas du Cameroun, c'est Eneo qui est le collecteur en réalité, et il émet une facture qui, si vous déclarez cette facture, vous allez trouver les autres charges du secteur. C'est pour ça que quand il recouvre l'argent, il faut qu'il restitue la part de chacun. Parce que vous avez les charges transport, il faut qu'il renvoie au transporteur, vous avez pour la fourniture et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle d'Eneo en tant que collecteur. Maintenant, j'ai aussi suivi par rapport à peut-être au problème de gouvernance. Non, c'est clair, le ministre l'a dit, avec la reprise de 95% des parts, bien entendu, la question de gouvernance sera posée sur la table. Il faudra bien choisir les dirigeants, les futurs dirigeants de NEO. Cela est tout à fait logique. Maintenant, on peut comprendre l'inquiétude qui est soulevée. Bon, bien entendu, il ne me revient pas à moi de choisir quelle sera cette équipe managériale. Maintenant, pour revenir sur la préoccupation de M. le maire avec les autres, la diversification des sources de production, oui. Si vous regardez le plan de redressement ou bien le compact énergétique, c'est depuis des années, on présente le mix énergétique au Cameroun. On dit bien, le Cameroun est un pays béni, on a beaucoup d'eau, c'est pour ça que l'hydro porte la plus grosse part. Donc, mais le solaire aussi a sa place aujourd'hui dans le compact énergétique. Je pense que nous allons vous partager ce document pour voir la stratégie qui sera mise en œuvre. On parle de développer les mini-grids. Et ça pour ces cas de figure, parce qu'on est conscient que si on fait des extensions, ça sera plus coûteux que d'aller vers les mini-grids alimentés par le soleil et pourquoi pas peut-être des petites centrales hydroélectriques et même des kits solaires pour certaines habitations. Donc ça c'est déjà pensé et les études sont même en cours. Il y a même toute une politique qui est développée. Les centrales atomiques à cet effet, pardon? Les centrales atomiques sont plus... Non. C'est une étude aussi, hein, parce qu'on a quand même ces questions qui reviennent aussi sur la table, parce qu'il faut pas aller vers le nucléaire, et même vers l'énergie, l'hydrogène vert. Donc il y a d'autres sujets parallèles dans ce sens. Mais ça, ce n'est pas traité dans le cadre du compact énergétique, je vais le préciser ainsi. Maintenant, s'il faut revenir sur la question de... Et peut-être pour votre gouvernement aussi, il y a aussi une étude qui est menée sur le tarif, la tarification. Parce qu'on regarde justement ces questions-là. Et nous pensons que quand ces résultats et ces études qui sont en cours en réalité, on se fera peut-être le plaisir de venir sur les plateaux pour échanger avec vous sur les conclusions de ces différentes études-là. Maintenant, pour revenir sur la question de Naktigal, oui, les médias en ont fait suffisamment écho. Nous insistons et nous mettons quiconque au défi
de nous demander l'accès au dispatch de Sonatrel. Le ministre va signer pour que vous voyez en direct comment l'énergie circule. Parce que quand on parle, on a l'impression que c'est illusoire, c'est peut-être un film, mais la réalité est tout autre. Au partir du dispatch Sonatrel, vous pouvez voir toutes les centrales du pays qui sont connectées et comment l'énergie circule. Depuis que Natigal a été mise en service, c'est 2,4 TWh en termes d'énergie qui sont dans le réseau. Théoriquement, qu'est-ce qu'on attendait de Natigal? Quand on construisait ce barrage, c'était 2,9. Et on vous dit, non, j'étais 2,4. C'est tout à fait normal. Parce qu'il faut tenir compte du facteur de charge. L'hydrologie n'est pas toujours constante. Donc, ça tend parce qu'un barrage vous donne sa capacité totale en tout temps. Parce qu'on tient aussi compte de la disponibilité de l'eau dans les barrages et réservoirs. C'est pour ça qu'on a une période d'étiage et même des problèmes climatiques qui ne dépendent pas forcément de nous. Donc, Natigal injecte, ce n'est pas... C'est une réalité. Il ne faut pas qu'on se trompe. Maintenant, est-ce que Natigal injecte? Est-ce que l'énergie de Natigal arrive chez vous? Chez moi, oui. Toute énergie, je prends un cas simple, qui arrive au niveau du poste d'interconnexion de Yomaban, qui est le poste principal au niveau de Yaoundé, vous êtes systématiquement dans le réseau interconnecté sud. Parce que beaucoup pensent qu'il faut une ligne spécifique pour évacuer Natigal. Non. Natigal, il y a déjà Natigal évacué à travers le poste de Nyom. Et Nyom est raccordé déjà au poste de Yomaban. C'est une ligne qui a été construite par la Sonatel et qui a été mise en service. C'est pour cela que Natigal a pu injecter en réalité. Donc, en injectant Yomaban, forcément Natigal est dans le risque. Ça, ce n'est pas un débat. Ça veut dire que vous prenez les 7 autres régions du pays, vous enlevez les 3 régions méridionales, les 3 régions septentrionales, vous êtes arrosé par Natigal, que vous le voulez ou non. Alors, madame le directeur, ces informations, c'était juste du sabotage? Bien sûr. On peut dire que c'est le sabotage. Bon, on sait ce qui se dit dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous sortons quand même d'une campagne électorale. Je pense qu'il y a eu beaucoup de débats aujourd'hui. L'intelligence artificielle, quand on regarde les images, nous, on s'amuse souvent à décrypter certaines images. On dit, mais ce n'est pas, il faudrait qu'on soit un peu plus responsable que ça. Ce n'est pas pour une infrastructure comme celle-là, c'était pas pour une infrastructure comme celle-là, c'était pas l'occasion de ternir cette image pour quelque chose qui marche. Natigal fonctionne, c'est 420 MW. Toute l'énergie de Natigal est maintenant utilisée au Cameroun. L'énergie de Natigal est évacuée au Cameroun. On a d'autres problèmes sur l'évacuation, ça c'est l'optimisation de l'évacuation. Parce que nous partons chercher un type de client au niveau du littoral. Et c'est pour ça qu'on dit on a un gros d'étranglement en transport qui est en train d'être résolu avec la construction du couloir 400, qui sera capable de transiter 3 fois Natigal. Il faut aller sur le terrain et pour le voir, prenez juste l'autoroute de la Yaoundé. Si vous voulez voir ces lignes, ce n'est pas en passant par Bankombo, vous ne verrez pas. Madame, avec tous les barrages que nous avons eu à construire au Cameroun, trop de milliards investis, pourquoi nous avons toujours des problèmes de délestage? Ça, c'est une bonne Il faudra construire combien de barrages au finish? 100, 200? Donnez le chiffre pour que nous fassions un effort d'en construire. Non, disons, on va présenter le problème autrement. On va donner les chiffres. Aujourd'hui, la capacité installée est de 2011 MW. C'est installé, mais il faudrait qu'on nuance. La capacité installée, elle est installée. Le disponible, c'est autre chose. Parce que ça tient compte d'autres paramètres, comme je le disais. Donc, vous avez Meuvelleux, je prends un cas de Meuvelleux, qui n'a pas un barrage réservoir, qui peut vous donner, quand l'hydrologie est bonne, 200 MW, sans problème. Mais dès que vous avez l'étiage sur le thème, vous aurez 35-60 MW. Donc nous tenons compte non seulement des capacités installées, mais aussi le disponible. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on a un déficit dans le réseau interconnecté sud? Parce qu'il faut bien le dire, on a 2 réseaux distincts. Depuis novembre 2022, on a 2 réseaux au lieu de 3. Parce qu'avant, on avait 3. L'Est n'était pas dans le réseau. Ni le réseau sud, ni le réseau nord. Il y a eu une interconnexion à Bombahala qui a permis de reprendre l'Est dans le réseau interconnecté sud. C'est pour ça qu'on parle de cette région méridionale. Donc aujourd'hui, on n'a pas un problème de déficit, il faut que ce soit clair, dans le réseau interconnecté sud. Et même dans le nord, ce n'est pas là le problème. Le problème se pose quand on fait face à certaines crises spécifiques. Personne ne contrôle le climat. Nous, quand nous regardons aujourd'hui, à quel niveau sont nos remplissages, nos bassins, on n'a pas encore atteint 80%. Nous savons déjà que le faible taux de remplissage du bassin aura un impact sur l'année 2026. Nous, on le sait déjà. Vous nous annoncez des délestages il faut le dire. On dit la transparence, on le dit. Et le ministre prend ça depuis. Observez très bien les sorties du ministre. On essaie de dire la vérité au Cameroun. On ne va pas vous dire ce qui va toujours plaire.
On dit bien, on parle là de technique, d'accord? Et on dit... Moi je vais vous poser une autre préoccupation. Oui. Hein. Vraiment. Il faudra combien d'années pour résoudre le problème d'électricité au Cameroun? Il faudra combien de moyens? Ah, c'est un problème de moyens. Un problème de moyens. Le Cameroun n'a pas de moyens pour résoudre le problème d'électricité. Il faut construire des barrages. Je peux vous donner... Il faut encore en construire. Non, je vais vous donner à peu près... À chaque fois qu'on a eu à construire un barrage, on nous a dit, dès que nous construisons ce barrage, le problème sera résolu. Pourquoi? Parce que la demande est sans cesse croissante. La demande n'est pas statique. La demande est croissante et nous suivons la demande. C'est-à-dire, s'il y avait les moyens pour construire autant d'infrastructures en suivant la demande, ce ne serait pas un débat. Pourquoi dans certains pays, on n'a pas des problèmes d'électricité? Ces pays, pourtant, qui ne sont pas gâtés par la nature. Lesquels? Lesquels? Oui. La France n'a pas de problème d'électricité. Vous comparez le Cameroun à la France? L'Allemagne. Vous comparez le Cameroun à l'Allemagne? La Côte d'Ivoire. Ils ont les centrales disons, je pense quand même que quand on subit les coupures d'électricité, même Madame Le Del en subit. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas comme si c'est certains qui subissent les coupures. Mais les raisons sont claires. L'étude que nous avons menée récemment et que nous avons vendue, le compact énergétique a été validé le 28 août 2025 par le chef du gouvernement et même qui a été validé par les instances comme la Banque mondiale, la Banque de développement à New York en septembre, toujours la même année. On a, au-delà des diagnostics, annoncé des chiffres clairs. De combien avons-nous besoin en production, en transport, en distribution, les mini-réseaux, les rétrocessions hors réseau, efficacité énergétique, les réformes du secteur, c'est chiffré. Nous avons ces chiffres-là. Et je pense qu'on va partager. C'est un document qui peut être vulgarisé. Vous allez trouver ça dans toutes les plateformes aujourd'hui. Les chiffres sont connus en réalité. Pour dire, on a essayé de faire une étude de la demande et il y a une nouvelle étude même qui est en cours. Les demandes évoluent. Les quartiers grandissent. La population grandit. Donc nous devons suivre cette demande. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la planification? Bien sûr. Maintenant, il faut des moyens. Vous êtes surprise par non, il faut la mise en œuvre. La population évolue. Non, ce qu'on vous dit, c'est que la demande n'est pas statique. On est d'accord. Maintenant, on dit pour répondre efficacement à la demande, pour nous qui sommes dans le secteur, on pense qu'il faut investir en amont. On ne doit pas attendre la demande pour la satisfaire. On doit anticiper. Et que faut-il faire pour donc investir en amont? Mais il faut les moyens. Donc il n'y a pas de l'argent. Pas suffisamment pour développer autant d'infrastructures et en plus, n'oublions pas que ce n'est pas des infrastructures qu'on construit forcément en un an. Très bien. Monsieur le maire. Ce que je voulais poser comme, je me substitue aux journalistes comme question, parce que il faut beaucoup de moyens. Est-ce que le modèle qui est en train d'être mis en place est à l'aval des bailleurs de fonds? Parce que c'est selon les modèles qu'ils sortent de l'argent. Quand ils vont sortir des milliers de milliards pour produire de l'électricité, il faut qu'ils soient sûrs qu'ils seront remboursés. Tout à fait. Et par moment, ils sont en accord avec ceux qui viennent avec la technologie. Ils viennent, ils vous disent, nous construisons, voici la facture, comment vous allez rembourser, et à la limite même, ils vous imposent un modèle de gestion. Alors, lorsque nous prenons la décision, comme aujourd'hui, de reprendre la majorité des actions de... Est-ce que nous sommes sûrs que les bailleurs de fonds, puisque nous aurons besoin de beaucoup d'argent, ils vont suivre et seront rassurés? Parce que c'est le problème qui se pose au niveau de l'eau. Aujourd'hui, le modèle actuel impose, je parle, vous n'êtes pas directrice de l'eau, mais je vois sur le terrain, impose que l'État prenne du trésor public beaucoup d'argent pour injecter. Comme on aurait pu aussi avoir un autre modèle où l'État qui a tellement des problèmes d'argent emprunte, et à condition que les bailleurs soient rassurés que lorsque nous prêtons, nous serons remboursés. Est-ce que le modèle actuel rassure les bailleurs vers qui nous irons pour avoir ces moyens? C'est ça, c'est l'autre question aussi. Parce que si les bailleurs ne sont pas rassurés par le nouveau modèle, ils vont nous observer, ils ne vont pas prêter, et donc les problèmes vont à nouveau s'approfondir. Je voudrais, si vous permettez... Allez-y, madame le directeur. Si vous permettez, je vais juste illustrer avec ce que nous avons fait depuis le mois de janvier. Nous avons eu le privilège d'accompagner monsieur le ministre dans toutes ces grandes réunions stratégiques. Je peux vous rassurer que dans le cadre du compact énergétique, peut-être vous dire ce que ça vise. Ça vise l'électrification de l'ensemble des localités du Cameroun. Je ne parle pas de 10, de 20, de 30.
On a évalué 8 millions de Camerounais qui ont besoin d'être électrifiés. Et on a identifié les activités ou les projets à mener par segment pour pouvoir l'atteindre. C'est-à-dire tous les segments, production, transport, distribution. Et même les aspects de commercialisation. Nous avons fait valider ce document auprès des instances de ces bailleurs-là, pour vous rassurer. Parce que ces bailleurs avaient déjà fait une étude qui démontrait que 600 millions, on va le dire comme ça, de population en Afrique subsaharienne étaient privées d'électricité, avaient donc mis sur pied ce programme qu'on appelle Mission 300. Vous tapez les réseaux sociaux, vous allez voir que ça apparaît. Mission 300, c'est de dire on ne peut pas électrifier les 600 maintenant, mais on va électrifier 300. Dans les 300, il y a une première vague de pays qui ont pu valider le compact, et le Cameroun fait partie de la deuxième cohorte. Quelle est la condition pour bénéficier des 48 milliards qui sont 48 millions de milliards qui sont posés sur la table par les bailleurs et même les fondations comme Google et autres? C'est de dire, vous présentez votre compact, qui est ce document, qui respecte une structure. Dans ce compact, vous commencez par prendre un certain nombre d'engagements. Le pays s'engage à mener des réformes profondes pour lever tous les goulots de tremblement qui sont sur la chaîne de valeur. Voilà. C'est la première condition qu'on vous demande. Et si vous ouvrez la première partie du compact, vous allez voir qu'on parle des réformes. Ensuite, vous indiquez les indicateurs. Vous voulez aller où? Quel taux d'accès? Non, on dit on veut 100% en 2030. Et on reste conforme à notre stratégie nationale qui avait fixé le même cap au ministère de l'énergie. On dit on va atteindre X%. Donc on annonce tout cela et on dit qu'est-ce qu'il faut donc pour que cela soit possible? Qu'est-ce qu'il faut lever? Vous avez 5 piliers où vous annoncez tous ces éléments et vous chiffrez. Et là, on vous dit même de rappeler ce que vous avez déjà investi dans votre pays et ce que le pays pourrait apporter dans le compact. Et on vous demande qu'il faut absolument mobiliser le secteur privé. C'est pour ça que nous avons tenu beaucoup d'échanges avec ce secteur-là. Parce qu'on sait que la candidature étant lourde, le gouvernement va mettre l'argent sur la table, les investisseurs privés, les bailleurs avec les prêts concessionnaires. C'est ça le compact énergétique aujourd'hui. Merci, avant de repasser la parole à Marie Loulou, nous sommes saturés par les contributions et les questions de nombreux téléspectateurs à travers le monde. Nous parlons quand même de l'électricité. C'est un secteur névralgique. Voilà un téléspectateur qui nous envoie un message à partir du +33, c'est la France. Bonjour, parfait ici. On se doit de souligner que le déficit de transparence qui entoure cette renationalisation met en avant une dette réelle estimée à environ 50% du PIB, laquelle est un indicateur préoccupant. Par ailleurs, les montants avancés aujourd'hui sont sujets à caution, soit 120 à 266 milliards de francs CFA, dénotent une certaine opacité dans la gestion des données financières et nécessitent plus de clarification. De surcroît, les difficultés de recouvrement et les arriérés de paiement des entités publiques ont connu des augmentations exponentielles. Dans cette lancée, la viabilité financière des néo exigera des mesures correctives immédiates pour que cette renationalisation ne soit pas un cheval de Troie. C'est Dr Fabio Tama à partir de Paris qui envoie cette contribution. Bonjour le panel, très bon sujet car l'énergie compacte tout. On avait lu cette question, mais il continue en disant « Monsieur ici, madame a-t-elle botté en touche ma question sur les compteurs prépayés ?» Certainement que madame répondra tout à l'heure. Elle est également saturée par les questions. Bonjour, parfait. Ici, pour cette renationalisation, je pense que l'État doit faire un casting objectif pour l'équipe qui va gérer la future société. Parfait. Ici, étant donné que le Cameroun a l'uranium, pourquoi ne pas investir dans le nucléaire civil? Je pense qu'il faut envisager cette solution. C'est Bello depuis Douala qui envoie cette contribution. Bonjour, monsieur parfait ici, le turbo de l'info, 78 milliards pour racheter Eneo, c'est trop. Qu'en est-il de la maintenance de son Loulou et l'Agio, 280 milliards, que Eneo n'a jamais réalisé et Eneo laisse à l'État, lors de ce rachat, 120 milliards par an pour l'accord Off-Tech, 10 milliards au consortium EDF par mois, Eneo insolvable vis-à-vis de l'État, soit 550 milliards. Conséquence, le Cameroun fait pire avec le PPP sur le projet Nachtigal, avec 120 milliards en dette supplémentaire dans le projet Nachtigal qui a coûté 800 milliards. Vous apportez une réponse, madame? On revient là sur le projet Nachtigal. Non. Disons, je pense,
le ministre s'est amusé à faire un exercice quand même pour dire, si on n'avait pas Nachtigal, peut-être il faut se poser la question dans l'autre sens, si on n'avait pas Nachtigal, comment est-ce qu'on aurait fait pour combler ce déficit? Peut-être qu'il faut faire le même exercice. 420 mégawatts, Nachtigal c'est 42-43 francs le kilowattheure. On aurait eu la contrainte de mettre du thermique. Hein. Et pour mettre les capacités thermiques de cette envergure, le prix du kilowattheure c'est 200. Je pense qu'on peut tous faire le calcul pour voir combien l'État aurait dépensé. Je vous prends juste un exemple. Dans nos interconnectés sud, on a plusieurs centrales thermiques. Quand nous atteignons des heures de pointe, c'est-à-dire entre 18 et 22 heures où la demande pour l'instant est plus forte et que nous sommes en période par exemple de tirage, on est obligé d'actionner le thermique. Le combustible, c'est quand même, peut-être pour avoir une idée du prix par mois mensuel, on parle quand même de 5,5 milliards. Pour vous donner une idée, rien que pour le réseau interconnecté, il fallait utiliser le thermique. Donc, je pense que le calcul est vite fait. Le ministre a fait cet exercice. Sans Nachtigal, calculez 420 mégas, vous convertissez ça en énergie, parce que les calculs se font en énergie, et puis vous appliquez 200 francs. Vous allez vous rendre compte qu'on n'est même pas dans les 800, c'est-à-dire la facture aurait explosé drastiquement. Donc, on pense qu'avec la dimension du secteur, c'était important d'avoir ces investissements. Pour qu'on ait ce mot de PPP-là, il fallait les avoir pour qu'on puisse avoir une offre assez conséquente aujourd'hui. Il faut le dire. On peut décrire d'autres situations que nous vivons, peut-être quand certains partenaires choisissent de se retirer. Mais en réalité, on avait vraiment besoin de ce souffle-là. C'est quand même beaucoup d'argent à poser sur la table. Merci madame. José Marie Ouloundou, nous nous acheminons vers la fin de cette première partie de l'émission. Je vous passe donc la parole pour dire qu'on jugera le maçon au pied du mur. On va rester dans notre logique de scepticisme. Non, d'innovation dans la démarche, dans le modèle économique à proposer. C'est-à-dire qu'en fait... Peut-être que vous allez quand même encourager le ministre de l'eau et de l'énergie. C'est parfait. Les outils actuels, il les maîtrise parfaitement. Mais moi, je pense qu'on doit sortir de ça. C'est-à-dire que nous vivons actuellement une situation qui est comme une situation initiale. On repart un peu à zéro, avec peut-être de nouveau un environnement beaucoup plus élaboré, il y a de nouveaux acteurs, etc. Mais on part du principe que nous repartons à zéro. Nous avons parlé de souveraineté énergétique. Tout à fait. Mais je voudrais qu'on parle de souveraineté économique tout court. Parce qu'une souveraineté énergétique n'a de sens que si l'économie elle-même est souveraine. Et notre économie, nous avons évoqué la question de la monnaie, mais je ne suis pas allé plus loin. Nous venons d'avoir, dans un ouvrage que nous avons écrit, quel a été l'impact d'un secteur, d'une filière comme le cacao, sur le financement de l'économie du Cameroun. Si vous prenez le taux, si vous prenez la quantité de cacao produite au Cameroun par an, c'est 300 000 tonnes. Si vous prélevez 500 francs par kilogramme, ça vous fait 150 milliards de francs CFA, à peu près 229 millions d'euros. C'est-à-dire, l'État peut aussi s'endetter à l'intérieur, plutôt que d'aller dans un modèle où les gens vous donnent l'argent quand ils veulent. Parce qu'en fait, ce que madame a comme problème, c'est le timing. Il faut avoir vite l'argent. Parce que sinon, le lendemain, il y a de nouveaux Camerounais qui veulent avoir le courant, qui veulent... Donc, tout à fait. Nous sommes donc attelés à un modèle qui nous fait un peu la fête de la carotte tu montes comme ça, la chèvre elle avance et puis tu recules. Donc, je crois que la réflexion aujourd'hui, c'est est-ce qu'on continue, et Atemen a posé la question sous une forme, et quel est le modèle qu'il nous faut? Il nous faut un modèle souverain, un modèle autonome, un modèle qui gère sa monnaie et un modèle qui utilise ce que j'appelle l'internalisation. C'est-à-dire, nous avons tellement de ressources à l'intérieur de notre pays que si il y a des pays nordiques qui ont du pétrole, vous n'en entendez jamais parler. Ils placent leur pétrole sur la place financière mondiale et ils ne vivent que des intérêts que cela produit. Très bien. Donc je pense que en encourageant, bien sûr, d'ailleurs, moi j'ai dit, la seule chose que je recommande en tant qu'acteur de la société civile, expert
économique et de gouvernance, c'est qu'il faut faire très attention au casting. Vous insistez. Il faut faire attention. Ça veut dire quoi? Il faut lancer un casting national et même international aux Camerounais. Que des Camerounais qui ont l'expertise postulent. Que ce ne soit pas une affaire de... Même lorsque les Camerounais qui ont l'expertise vont postuler, est-ce que vous avez cette garantie que ce seront les meilleurs qui seront retenus? Mais bien sûr, parce que... Ou alors le Cameroun va changer. Quand ils vont postuler, on va reprendre les bonnes habitudes. Voici comment on fait. On postule et on confie l'étude des dossiers à un cabinet indépendant. Ça change quoi pour le cas du Cameroun? Ça change que on va avoir quelqu'un dont on est au moins sûr de la compétence. Parce que le problème est là. Le problème, c'est beaucoup de gens, on nomme des gens par cooptation, et ils sont là parce qu'il y a des gens qui veulent qu'ils soient là. Mais si quelqu'un est sérieux dans le travail, il maîtrise les outils, il nous présente un plan sur 5-10 ans en donnant des garanties, puisque actuellement nous ne pouvons pas douter de ça, monsieur Parfait, puisque le ministre des Mines nous a donné des garanties qui vont être très dures pour la suite, que l'État ait décidé à aller vers des réformes très profondes, que l'État ait décidé effectivement à redresser le secteur. Et en ce moment-là... Vous voulez parler du ministre de l'eau et de l'énergie. De l'eau et de l'énergie. Et la personne, les équipes qui viennent, doivent donner un horizon de redressement. Je vous rappelle que 800 milliards divisé par 8 millions, c'est 100 000. C'est-à-dire qu'en réalité, les Camerounais peuvent se réunir d'ailleurs et payer ça, si ils sont sûrs que... Oui, c'est 100 000 francs. Et c'est vrai en plus. Oui, c'est 100 000, c'est rien du tout. Donc, en fait, on parle de ça comme c'était la magie. Mais si l'État donne des garanties de crédibilité, si l'État donne des garanties que nous allons, c'est pour cela que dans certains pays, si vous ne payez pas l'impôt, votre voisin vous dénonce. Parce qu'il sait que vous êtes une entrave à la bonne marche du pays. Nous devons donc savoir que cela ne concerne pas seulement l'État. Cela nous concerne tous. J'ai fini. Nous concerne tous. Sur ce plan-là, c'est qu'il faudrait que les Camerounais payent leur... Même si c'est 10 francs. Moi, je vous ai dit qu'il faut 100 000 par personne pour 8 millions de personnes pour solder cette dette. Alors, les Camerounais, ils sont tous, quand vous arrivez à Yaoundé, toutes les maisons ont de l'électricité. Mais si vous voyez 100 maisons, vous n'êtes pas sûr de trouver 20 compteurs dans 100 maisons. Il y a dans le travail de fond. Merci. Madame le directeur en sortira avec cette préoccupation et naturellement, je vous adresse cette préoccupation pour tous ces nombreux Camerounais qui nous regardent ce matin. On sait très bien, on se répète que le secteur de l'électricité touche tous les Camerounais à cœur avec cette renationalisation des néos. Quel est le message que vous pouvez porter à l'endroit de ces nombreux Camerounais qui vous écoutent? On peut le dire, il faut être fier de cette décision parce qu'il fallait la prendre et on pense que les orientations, la mise en œuvre des orientations des chefs d'État qui ont poussé justement à la signature de cette convention, il faut saluer cela parce que là l'État reprend quand même la main, le contrôle de cette structure et quand vous reprenez le contrôle d'une structure, vous avez la possibilité d'agir plus librement, d'apporter des solutions qui sont plus durables. Donc c'est un espoir qu'il faut donner aux Camerounais. On sait que ce n'est pas facile, les coupures sont toujours là, mais l'État a un plan de redressement qui a été bien élaboré et qui est bien structuré pour être à même de sortir ce secteur névralgique quand même de cette situation actuelle. On sait que vous êtes trop prise, je n'irai pas dans les détails, on sait ce que vous avez eu à faire pour être là avec nous ce dimanche. Nous allons vous libérer, madame le directeur, nous allons revenir avec un deuxième sujet. On ne dira pas que qui ne vous concerne pas, mais vous êtes extrêmement occupé. On va donc vous libérer tout en vous disant merci pour toutes ces explications que vous avez données ce dimanche en direct sur Info TV dans le cadre du programme Libre Expression. Nous marquons une touche pause et on reviendra pour parler de ces éternelles querelles concernant le football au Cameroun. À tout de suite pour la suite.